Merci d'être là pour accueillir avec moi et avec l'équipe de la Procure Amin Maalouf de l'Académie française. Amin Maalouf, que je ne présenterai pas en détail, vous le connaissez, écrivain, auteur d'un certain nombre de romans bien connus qui ont compté, Léon l'Africain, Le Rocher de Tagnos, qui avait obtenu le prix Goncourt à l'époque, et puis d'un certain nombre d'essais, comme les identités meurtrières, par exemple. Et donc, ce nouveau roman qui paraît chez Grasset, Les Désorientés, un très beau titre, un titre que j'aime beaucoup. On parlera peut-être du choix de ce titre. Et vraiment, je voudrais dire un très beau livre qui procure de très beaux plaisirs de lecteur et de lecture. Voilà, et donc tout le mal que je vous souhaite, c'est de lire ce livre pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et d'avoir autant de joie que moi à le lire. Alors, justement, Amin Maalouf, on va commencer tout de suite par ça, par ce titre, Les Désorientés, qui est vraiment un très joli titre, encore une fois. Je trouve que voilà, il est à la fois plein de fragilité, plein de tendresse, me semble-t-il, et puis il dit beaucoup de choses de cette histoire, puisque ce livre, qui est en partie alimenté par l'atmosphère de votre jeunesse, raconte les retrouvailles entre des vieux amis de l'époque étudiante. On sait que c'est quand même une époque d'amitié formidable, découverte formidable, qui se sont perdus de vue pour des raisons notamment liées au contexte de guerre, au contexte politique du pays d'où ils viennent, et qui sont finalement des désorientés. Comment vous avez trouvé ce titre? Est-ce que vous avez eu ce titre dès le début, ou avant même de commencer à écrire, ou est-ce que c'est à la fin que vous l'avez trouvé? D'abord, merci de votre accueil et merci de votre présence. C'est effectivement au tout début, quand j'ai commencé à travailler, que l'idée de ce titre m'est venue. C'est un mot que j'ai toujours aimé. C'est un des beaux mots de la langue française, parce qu'il y a l'idée d'égarement, et en même temps il y a une référence à l'Orient. D'habitude, quand on est déboussolé, on perd le nord, on perd l'Orient. Probablement c'est une référence au temps où on se tournait vers Jérusalem pour prier. Probablement que l'origine c'est là. Et en tout cas, dans ce cas précis, ce titre s'imposait parce que les personnages dont je parle ont eu le malheur de perdre leur Orient, leur Levant, et donc c'était le titre qui adéquat pour cette histoire. Alors, leur Orient, leur Levant, tout ça se passe dans un pays que vous ne nommez jamais, mais personne ne peut pas voir le Liban derrière ce pays. Alors, comme évidemment, sauf si vous me dites c'est pas du tout le Liban, c'est la Suède, mais j'aurais du mal à le croire. Comme évidemment cette référence au Liban, le lecteur qui vous connaît l'a tout de suite, ça veut quand même dire quelque chose que vous ne le nommiez pas. En fait, c'est certainement le Liban. Je donne beaucoup d'indications, la montagne, etc., qui montrent que c'est clairement le Liban et que la ville est Beyrouth. Mais j'ai eu le sentiment, comme je parlais d'une période historique précise, d'une guerre, je n'avais pas envie d'être contraint de me référer à des événements qui ont eu lieu à telle ou telle date, à des factions, à des personnages. Et j'ai senti que j'étais beaucoup plus libre en ne mentionnant pas un pays. Et effectivement, je pense que l'histoire, c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui se retrouvent et puis qui se perdent de vue en raison des événements qui affectent leur pays et puis en raison de tous les aléas de la vie. Et ce qui arrive dans le pays, c'est plutôt le cadre, le décor
de l'histoire. On ne saura pas plus sur la guerre du Liban en lisant ce livre. Je pense qu'il n'y a aucun événement de la guerre, sauf qu'on devine qu'il y a une guerre qui s'est déclenchée à un moment donné, mais elle n'est présente qu'à l'arrière-plan. Alors, c'est évidemment un livre, on parlera d'un certain nombre de personnages, parce qu'il y a vraiment, c'est un livre avec une histoire et avec des personnages, avec lesquels le lecteur a le bonheur de vivre pendant je ne sais plus combien de pages ça fait, mais pendant un certain nombre de pages, qui passent assez vite d'ailleurs. C'est un livre donc sur l'amitié, beaucoup. Et alors il y a une phrase dans Les Désorientés qui m'a beaucoup touché, je la trouve très belle et très forte. Vous dites que l'amitié sert à préserver nos illusions. Enfin, un des personnages dit ça, et l'autre lui répond en gros que les illusions, il faut bien s'en débarrasser, et la réponse c'est « mais sans ces illusions, on perd le courage de vivre ». Alors là, je trouve que c'est peut-être presque une des morales du livre, je ne sais pas, mais est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de cette force de l'amitié, telle que vous, Amin Maalouf, vous la concevez existentiellement? Je crois que lorsqu'on analyse froidement certaines situations, notamment pour certains pays qui sont dans des situations difficiles, pour certaines régions, parfois on perd un peu courage. On se dit qu'on ne voit pas d'issue, que l'avenir est sombre, et en même temps, il y a la vie, il y a les amis, et il y a chez moi ce sentiment qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel, que quand on ne la voit pas, il faut continuer à croire qu'elle existe et qu'un jour on la verra. Et c'est vrai que la solidarité entre amis, la connivence, déjà le seul fait de dire, de faire une analyse même sombre et que cette analyse soit partagée par d'autres, ça aide à vivre, ça aide à affronter l'histoire. Et je pense qu'un des protagonistes quelquefois nommé dans ce livre, c'est l'histoire. Il y a un moment où le personnage central qui se prénomme Adam dit avec un peu de prétention « c'est moi qui ai raison et c'est l'histoire qui a tort ». Et c'est un peu le sentiment de tous ceux qui ont rêvé d'autre chose et qui ne sont pas tout à fait satisfaits de la marche du monde et de leur région en particulier. Et est-ce que c'est pas justement cette phrase d'Adam qui est aussi une des phrases fortes? Il y a comme ça quelques phrases très fortes, il y a des phrases fortes, puis il y a des scènes très fortes. Mais est-ce que cette phrase d'Adam, c'est pas justement pour revenir à ce mot d'illusion, cette sorte de révolte vitale par rapport à la violence de destruction de la guerre notamment, qui finalement pousse à l'exil, enfin, des choses quand même très fortes. Et s'il n'y avait pas cette espèce de résistance là, presque irrationnelle, justement, il n'y aurait peut-être plus le désir de vivre. C'est un peu ça qui manifeste Adam. Oui, je pense que c'est vrai des gens qui ont été mes contemporains, mes amis pendant les années d'université. Mais je dirais que le terme de désorienté se réfère à bien d'autres également. Je pense que le monde d'aujourd'hui est désorienté. Je pense que nous sommes entrés dans une réalité nouvelle sans boussole. Que l'évolution technologique, scientifique, nous a apporté des instruments extraordinaires qui ont changé complètement notre vie. Nous avons le mode d'emploi technique, nous n'avons pas le mode d'emploi moral. Et nous sommes désorientés. Je pense que nous vivons une époque à la fois fascinante et déconcertante. Alors, ça m'amène à une question de fond, finalement.
qui rejoint un certain nombre d'autres textes que vous avez écrits, plutôt sur le mode de l'essai, pas toujours sur le mode de la fiction, qui est cette espèce de relation complexe entre la religion et l'identité, relation qui s'est complexifiée ces dernières décennies. Et il y a une sorte d'ambivalence, me semble-t-il, à lire ce texte, c'est qu'il s'agit effectivement d'identités qui sont devenues meurtrières, qui sont devenues absolutisées, et donc ennemies de tout autre. Mais on voit aussi que ces identités, en tout cas ces religions, ces racines, pour employer un mot peut-être plus neutre, sont justement les ancrages qui fait qu'on peut ne pas être totalement désorienté. Donc là, il y a quand même une sorte de... je trouve que dans votre livre, il n'y a pas de manichéisme, c'est de regarder avec à la fois une sorte de prudence et de vigilance, et en même temps presque de sympathie. Je dirais d'abord que quand on a vécu au Liban, on sait que les appartenances religieuses n'ont parfois aucun rapport avec la religion, ou un rapport très ténu. Quand on dit en France qu'un tel est chrétien, cela veut dire qu'il adopte une certaine croyance, qu'il applique ou pas dans sa vie quotidienne, mais c'est une adhésion intellectuelle. Au Liban, quand on dit les chrétiens ou les musulmans, ce n'est pas une croyance, c'est d'abord une appartenance sociologique. À partir de là, on peut être croyant ou pas, mais c'est une étiquette sociologique. Et dans ma jeunesse, j'avais le sentiment que c'était une étrange spécificité libanaise, une sorte d'archaïsme libanais qui un jour allait disparaître. Et malheureusement, l'histoire est allée dans une autre direction. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu partout dans le monde que les gens mélangent la croyance et l'appartenance. Je pense que nous sommes dans un monde où l'identité se définit beaucoup à travers la religion. Évidemment, elle est parfois accompagnée d'une croyance, je dirais d'une croyance apparente. Mais la réalité, c'est que c'est une appartenance qui est du même ordre que le nationalisme. Aujourd'hui, cela prend des formes religieuses, mais tout est tellement mêlé. Alors, pour continuer sur le thème de la religion, je dis un mot pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, sur l'argument du livre. C'est donc Adam qui revient dans ce pays non nommé, mais qui ressemble de près au Liban, à l'occasion de la mort d'un de ses anciens amis, et qui va essayer de réunir autour de sa mémoire les amis dispersés. Ça, c'est l'argument du livre. Et donc, il y a une galerie de portraits d'amis. Et là-dedans, il y a effectivement deux personnages qui ne sont pas des personnages majeurs, mais on va dire des personnages secondaires du livre, mais néanmoins très intéressants, avec notamment